Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, bienvenue sur The Glove Driver. Aujourd'hui, vous me retrouvez dans le Cher, dans le 18 à 2h au sud de Paris pour une vidéo, un reportage exceptionnel sur MP Réseau. Ceux qui suivent la chaîne depuis quelques temps déjà savent ce que c'est qu'MP Réseau, connaissent les voitures qu'il prépare. On en a déjà un exemple derrière moi avec cette A110 MPR. MP Réseau, c'est un atelier qui conçoit, développe, usine et produit des pièces de compétition et des pièces pour Alpine A110 et d'autres voitures. Ça va donc beaucoup plus loin qu'un simple préparateur entre guillemets qui va poser les pièces. Ici, ils les conçoivent. Donc dans cette vidéo, vous allez rencontrer Yannick, le gérant et créateur d'MP Réseau. Vous allez découvrir les process de fabrication des pièces, de développement des pièces, voir comment ils les montent sur les voitures, ce que ça apporte. On va évidemment se pencher sur plusieurs de leurs voitures pour vous montrer concrètement à quoi ça ressemble et à quoi ressemble le travail en amont de développement de ces voitures pour les rendre rapides. On va discuter d'un sujet assez important, le Nürburgring. Et ceux qui ont été attentifs dans la vidéo d'essai du BMW XM avaient vu que j'allais parler de MP Réseau, vu qu'on avait fait un petit teaser. Et pour terminer, je vous proposerai l'essai d'une de leurs voitures sur piste pour vous donner un peu mon ressenti par rapport à une A110 normale, qui est une voiture que je connais très bien puisque j'ai dû effectuer probablement plus de 10 000 km au volant de ces voitures. Donc c'est parti, ça va être bien dense. Accrochez-vous, prenez du popcorn. Pierre est derrière la caméra. Ça fait partie des reportages pépites qu'on aime vous présenter parce que personne d'autre ne vous les montre sur YouTube. C'est pour ça qu'il faut s'abonner à ma chaîne YouTube, ça nous aide grandement. Mettez un pouce bleu pour soutenir notre travail. Objectif 3000 pouces bleus sur ce reportage et vous pouvez suivre MP Réseau sur leurs réseaux sociaux pour découvrir les pièces qu'ils produisent et leur travail, et bien sûr Pierre sur Instagram pour suivre aussi son travail. C'est parti, on va retrouver Yannick dans les ateliers. Salut Yannick. Bonjour Erwan, tu vas bien? Ça va et toi? Ça va. Ta forme? Bon. Ouais. Je vous présente Yannick. Ceux qui ont déjà regardé les vidéos de la 110 MPR sur le Nürburgring t'ont déjà vu. Ouais, c'est vrai. Parce que tu avais expliqué un petit peu ce que tu faisais, qui tu étais et surtout qu'est-ce que c'était que cette voiture bleue qui allait très très vite et qui dérangeait un petit peu les BMistes et les Porschistes sur le Nürburgring. Est-ce que tu peux, pour les nouveaux, te représenter et expliquer un peu qui tu es et ce que tu fais? Donc je m'appelle Yannick Réseau, je suis le gérant de la société MP Réseau, créée en 2014, qui aujourd'hui est principalement axée sur le développement de pièces performance pour Alpine. Ça. Après avoir fait d'autres expériences dans le sport auto, on s'est plutôt penché sur cette voiture. Toi, tu viens de quel, t'as quel background en termes d'études, de métier initialement avant de te lancer? J'ai un modeste CAP cycle et motocycle en fait, tout bêtement. Voilà. Je suis quelqu'un de très curieux, donc effectivement après, rien alimente. C'est mécanicien moto, grosso modo. Ouais, mécanicien moto, okay, c'est ça. Donc rien de plus, rien de moins. Fils de paysan, ça forme aussi un peu quand même. Okay. Voilà. Quand t'es baigné rapidement. Jeune dans la mécanique, voilà, rien de plus. Donc des tracteurs, des motos. Ouais, c'est ça. Et maintenant des Alpines. Et maintenant des Alpines, ouais. Donc tu bossais dans un garage, il me semble. J'ai fait une quinzaine d'années chez Alfa Romeo. J'ai fait quelques années chez un indépendant Porsche. Puis après j'ai décidé de m'installer. Okay. Voilà, je voulais voir un petit peu vivre de mes propres ailes et puis pouvoir décider un petit peu de ce que je voulais faire, quoi, en fait. Et c'est vrai que tu as lancé MP Réseau, mais avec une particularité quand même, parce que vous allez voir quand on va faire le tour, je sais même pas si on peut appeler ça un atelier, c'est quasiment une usine presque. Enfin, ça fait un peu les deux, ouais. Ouais, ça fait un peu les deux, c'est très particulier. C'est extrêmement rare. Ouais. Vous verrez, mais j'ai fait pas mal de garages, j'ai jamais vu ça. Quand on rentre, il y a effectivement un atelier avec des voitures qui sont sur le pont, des mécaniciens qui travaillent dessus, mais il y a aussi et surtout des machines dans tous les sens, on dirait de la science-fiction, avec des bras articulés qui fabriquent des pièces. Et ta particularité surtout, c'est ça, parce que ceux qui ont vu la vidéo MP Réseau savent que tu prépares des Alpines, effectivement, ce que tu viens de dire, mais surtout, tu conçois, développes, fabrique et vend les pièces. C'est un peu la particularité parce que quand j'ai démarré l'entreprise, je préparais déjà des voitures. Et puis donc faut que tu appelles les copains pour avoir une pièce en alu ou autre un peu sur mesure parce que pas moyen de production. Donc quand je me suis installé, je me suis dit il faut que j'ai mon moyen de production parce que sinon je j'ai pas d'autonomie en fait. Donc les premières années effectivement c'est pas facile parce que c'est un métier, ça s'invente pas. Oui, puis c'est pas du tout ta formation. Et c'est encore moins ma formation. Tu travailles le soir, tu travailles un peu la nuit, puis je suis curieux, je l'ai dit tout à l'heure, donc du coup tu te nourris de ça en fait. Et tu découvres un nouveau métier qui est hyper passionnant.
où il n'y a pas de limite. Donc du coup, au fil du temps, j'ai fini par avoir mes premiers clients, mes premières pièces, et puis ça s'est fait tout doucement. On a eu la chance aussi que Signatech à un moment nous donne aussi beaucoup de pièces à faire pour toutes les générations GT4, Europa Cup et RGT. Donc ils nous ont clairement propulsés. Donc pendant assez longtemps, on a fait leurs pièces. Tu faisais quoi comme pièces par exemple? Longeron, toi il y a des morceaux qui sont ici là si tu veux. Les longerons avant, longerons arrière, il y avait des pièces d'amortisseurs, enfin des supports d'amortisseurs, des supports moteurs, enfin il y avait un gros catalogue. Donc, voilà. Et donc c'est des pièces qui sont, on va le voir tout à l'heure, pour la plupart taillées dans la masse en aluminium. Ouais, c'est tout taillé dans la masse. Tout taillé dans la masse. Ouais. Et tu travailles sur de l'aluminium et du carbone maintenant aujourd'hui? On fait en usinage, on fait aluminium, titane, inox, acier, tout ce qui peut s'usiner. Ouais. Et puis oui, on développe un peu de pièces carbone maintenant de plus en plus, des protos de bras de suspension pour les Alpha anciennes par exemple. Le carbone, c'est quelque chose que j'ai envie de développer chez nous aussi. Oui. Sachant qu'on va le voir déjà sur les MPR qu'il y a dehors, il y en a pas mal du carbone que tu as développé toi-même. Oui. Oui, mais on continue. Et donc du coup aujourd'hui, ton objectif, on a compris que tu usinais des pièces, que tu les développais toi-même. C'est quoi l'objectif? Et d'ailleurs pourquoi aussi tu t'es tourné vers les Alpines? Parce qu'aujourd'hui quand on parle de circuit, on parle de Renault Sport, de BMW, de Porsche. Enfin voilà, si vous allez au Nürburgring ou sur n'importe quel circuit, c'est grosso modo les voitures que vous allez aller voir. Chez Porsche par exemple, il y a des préparateurs très connus comme Monte Racing qui eux aussi usinent certaines de leurs pièces. Chez BMW, voilà, il y en a d'autres. Pourquoi est-ce que toi tu t'es tourné vers les Alpines? Est-ce que c'était parce que Signatech t'avait approché? On avait commencé donc effectivement, Signatech nous a fait découvrir que la voiture avait un potentiel quand même intéressant. C'est une voiture française, donc une entreprise française qui travaille pour une voiture française, ça avait du sens. Et on s'est dit qu'elle avait effectivement du potentiel et qu'on pouvait continuer à le développer. Et c'était le début des Alpines en track day. On en voyait un petit peu. Maintenant, on en voit beaucoup. Donc voilà, aujourd'hui, c'est cette niche en tout cas qu'on a chouchouté. Et on s'est donné à 200% pour arriver à sortir vraiment des produits sympas et la rendre vraiment perfo, sans, comme on l'avait dit au début, sans même vraiment toucher au moteur d'ailleurs. C'est ça qui est assez particulier. Ouais. Je me souviens, ça m'avait surpris lorsqu'on était au Nürburgring, quand on s'était rencontrés la première fois, on s'était rencontrés de manière complètement impromptue. Moi, je me rappelle, j'ai vu votre voiture, je pensais que c'était une Alpine GT4. Je connaissais le nom MP Réseau grâce aux palettes. Il y a peut-être des gens qui ont déjà vu des palettes étendues sur les Alpines. Normalement, les palettes, elles sont, il y a juste la partie haute, parce qu'en dessous, il y a les commodos. Et c'est vrai que ça, c'est un des produits que vous vendez peut-être le plus. C'était même le premier produit d'ailleurs. Ah oui, voilà. C'était le tout premier produit. Donc des palettes rallongées pour Alpine, qui sont magnifiques. Là, t'en as une qui est usinée, pas terminée, mais c'est un proto. C'est un proto d'une petite évolution de la première. Okay. Ça fait 3 ans, on s'est dit tiens, on va la redesigner légèrement. Donc ça, c'est des pièces qui sont sorties cette semaine, qui sont à l'état de proto. Donc moi je connaissais le nom MP Réseau, puis quand je vous ai vu avec vos vestes, je me suis dit attends, mais ça me dit quelque chose. Et du coup c'est comme ça qu'on en était venu à présenter la voiture assez rapidement, qui depuis d'ailleurs a connu encore beaucoup plus d'évolution. Ce que je vous propose maintenant, c'est que tu nous montres un peu ton atelier, les pièces que tu conçois, que tu fais, que tu nous expliques un peu le processus de réflexion, de développement, d'usinage de ces pièces, et qu'ensuite on voit ce que ça donne sur une voiture, parce que là t'en as pas mal à l'atelier, et ensuite plus tard qu'on aille voir ce que ça donne vraiment sur circuit pour le coup, et comparer ça avec une Alpine A110 normale, qui nous permettra vraiment de voir les évolutions. C'est ça. Et c'est parti. On est sorti des bureaux et effectivement, lorsqu'on rentre par cette porte, qui est l'entrée, on n'est pas accueilli par un truc normal dans un atelier de mécanique. On est accueilli par cette espèce de grande protection avec des bras robots derrière. Et en fait, on se rend compte que dans l'atelier, il y a plein de grosses machines comme ça. C'est ça. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est, à quoi ça sert et ce que ça fait? Écoute, on va le déranger 5 minutes, le robot. Il nous laissera. Il n'a pas encore pris le dessus? Non, il va nous laisser tranquille. Ce qu'on a ici, c'est en fait un centre d'usinage qui est aujourd'hui principalement dédié aux jantes, sur lequel on est en train d'installer, ce qui n'est pas complètement fini, un système d'automatisation qui nous permet en fait de pouvoir produire 24 heures sur 24 parce qu'en fait c'est des pièces qui sont longues à usiner, on a beaucoup de demandes, donc il faut qu'on arrive aujourd'hui à fournir cette demande et la nuit quand on éteint la lumière la production normalement s'arrête, sauf que là elle continue. Ok, d'accord. Voilà. Et donc si on rentre, on peut rentrer. On a aujourd'hui cette installation en cours sur lequel en fait on va poser des palettes comme ça, sur lequel on va pouvoir fixer des jantes, comme là en fait, ce montage là, qui seront des jantes donc brutes. Et le rôle du robot
en fait, c'est d'aller chercher cette pièce, cet ensemble complet, et de venir l'insérer dans la machine. Alors une jante brute, c'est ça? C'est ça, ouais, c'est ça. C'est une jante brute, c'est ça fait 30 kg et ça, c'est Bred qui nous les fournit. Je vais pas la soulever? Non, Ouais, c'est lourd. Ça a l'air d'être que c'est lourd. J'ai de la force, c'est pas le souci, mais une jante pleine, quoi. Une jante qui est pas du tout travaillée. C'est ça. Bah, c'est le profil. Voilà, on peut le voir là aussi. Si on... Profil de tournage qu'on appelle chez nous, c'est-à-dire que c'est une jante qui a la forme extérieure, mais qui n'a pas le design. Ok, d'accord. Et ça, c'est des jantes forgées. Donc en fait, c'est un morceau d'aluminium qui est matricé, qui renvoie les fibres, parce que dans l'aluminium, il y a des fibres, comme dans le bois, qui renvoie les fibres dans le sens de l'effort sur la jante, ce qui nous permet de pouvoir justement en faire des jantes légères. On a les fibres dans le bon sens. Ok, d'accord. Donc on a la meilleure résistance possible mécaniquement de la jante. Ce qui permet effectivement d'avoir des jantes très résistantes et très légères. Et très légères. Ok, d'accord. Les jantes sont posées. Voilà. Le robot va justement les choisir pour l'emmener dans la machine. C'est un beau bébé quand même. Je fais 1m91, ça fait 2m50 quasiment. Aujourd'hui, on lui met des jantes qui font 30 kg, mais on peut lui mettre des pièces qui font 300 kg. Là, c'est des jantes, mais demain, on peut mettre des supports et on peut travailler aussi pour l'industrie comme on le faisait à un moment. C'est vraiment juste parce qu'en fait, il est assez loin de la machine et que quand le bras est allongé, forcément plus de... Voilà, il y a un porte-à-faux qui est important et plus il y a de porte-à-faux, plus il faut qu'il soit un peu costaud au départ. C'est quand même un gros machin avec des gros systèmes pneumatiques. Et donc là, on arrive sur la partie technique là, on peut... qui ne me dit pas grand-chose. Commande numérique, donc ça c'est propre à chaque fabricant, c'est complexe, mais on s'est maîtrisé. On est en réglage sur des jantes, une nouvelle génération de jantes. Alors ça, c'est une jante qu'on a déjà vue sur la MPR, sauf que ça, c'est une version routière, légèrement différente. Et donc c'est son premier, c'est le premier proto. On vérifie tous les passages d'outils, on vérifie tous les usinages avant de lancer une petite série. Et donc en fait, on peut observer qu'il y a donc la jante qui est fixée sur ce disque roulant, qui a un bras articulé qui permet justement de faire tourner la jante dans tous les sens sur son axe, mais aussi sur d'autres axes, de la retourner, etc. Beaucoup d'eau, j'imagine, qui permettent d'éviter qu'il y ait trop de surchauffe, je pense. C'est ça, mais en fait l'eau elle sert... alors donc ça s'appelle dans le jargon c'est un berceau. En fait ça nous permet, genre de machine, de travailler sur les 5 faces d'un objet, quasiment presque jusqu'à la face qui fixe l'objet. Le produit qu'on voit, donc c'est de l'eau mélangée avec de l'huile, qui vient donc effectivement aider à évacuer les copeaux, éviter que la matière, notamment pour l'aluminium des jantes, c'est un aluminium qui colle un peu aux outils, éviter que l'aluminium colle et refroidit l'ensemble pour éviter les dispersions, éviter un peu d'abîmer tout ça. Donc là, et donc on voit effectivement la fraise là qui tourne autour de la jante pour aller là visiblement c'est de faire des finitions, mais avant ça j'imagine qu'il y a des process beaucoup plus agressifs, je pense, qui viennent vraiment percer, usiner dans le métal pour justement faire cette forme là. Enfin, on voit quand même la différence entre le disque plein et ça. Combien de temps il faut pour que la machine fasse une jante comme ça? Sur celle-ci, je sais pas encore, on est en train de regarder, mais aujourd'hui la jante que vous connaissez, on a réussi à gagner, on est à peu près à 6 heures d'usinage par jante. 6 heures d'usinage par jante? Par jante. Ok, d'accord. Par jante. Parce que la forme est complexe et que plus on complexifie la forme, plus on a une jante performante, que ça soit en rigidité ou en poids, mais plus ça donne de contraintes en fait en production. C'est pour ça que ce genre de jante avec les bâtons comme ils sont positionnés là, avec un peu en forme d'IPN, un peu en H comme ça, c'est assez rare parce que ça nécessite des stratégies d'usinage qui sont complexes et donc des temps d'usinage et donc un coût. C'est vrai que la vue comme ça c'est assez impressionnant, mais tous les mouvements que fait la fraise, tous les mouvements que va effectuer le robot à la base, c'est toi qui les programmes. C'est bon. C'est-à-dire que c'est en fonction du cahier des charges de ta jante, de ce que tu vas définir, de ça va découler des process que tu vas devoir rentrer dans l'ordinateur pour que ça fasse exactement toutes les étapes pour avoir un produit fini correct. Il faut du temps pour dessiner une jante, et il faut autant de temps pour la programmer, pour la préparer, pour qu'on puisse la sortir de façon, on va dire, fiable et rapide dans une machine comme ça. Il y a vraiment beaucoup de travail. Sachant que là c'est des grosses pièces, en plus on verra plus tard que tu fais des plus petites pièces aussi, mais là c'est quand même une grosse pièce. Ce qui peut être intéressant, c'est qu'on a justement sur le poste de modélisation un peu 3D pour que ça nous montre un peu les étapes. Mais on n'a pas l'habitude de voir ça quand même dans un atelier auto, à part on l'a cité tout à l'heure, Mantet, qui d'ailleurs utilise le même genre les mêmes marques de machines, parce que ça c'est japonais et c'est réputé en termes de fiabilité, de rigidité, de précision. Donc oui, effectivement c'est un billet de départ, mais par contre on est... Combien ça vaut une machine comme ça? Au catalogue, sans le robot, ça vaut 900 000 euros. 900 000 euros, sans le bras là? Sans ça. Et ça vaut combien? Ça vaut 150 000. Donc ça fait un peu de... 1,5 million là pour faire des jantes. Non, 1 million 150. 1 million 150. 1 million 100. 1 million. Je sais pas porter des jantes et je sais pas calculer, c'est pas grave.
un petit peu, la machine qu'on vient de voir est ici. Oui. Là, on va aller parler un peu justement de la partie pré-conception, on va dire. Mais je voulais m'arrêter avant devant ça. Donc là, il y a des blocs d'aluminium. C'est la matière que vous utilisez justement pour faire vos pièces. C'est une partie de la matière, donc en fait il y a plusieurs nuances d'aluminium. C'est que des aluminiums aéronautiques, certains classiques, certains aluminium qu'on appelle nous chez nous 7075 qui sont des aluminiums dits d'avions de combat, donc Rafale et compagnie, c'est des aluminiums extrêmement résistants mécaniquement qui nous permettent en fait d'avoir des pièces très légères avec des caractéristiques mécaniques extrêmement importantes. Voilà. C'est solide quoi. C'est solide. C'est extrêmement solide. En cours, c'est solide. Ouais, ok. D'accord, donc c'est intéressant. Donc vous achetez comme ça cette matière première qui ensuite, en fonction des pièces, va aller dans différentes machines et va être utilisée de manière différente. Ouais. On les prend, on les choisit, on commande les formats minimum. Et puis voilà, puis c'est livré comme ça. Ouais, minimum parce que forcément, si vous faites une palette, vous n'allez pas commander un bloc d'alu de 20 kg. Ah non, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on jette pas, mais on parlait de la chapelle. Une chapelle, c'est un bloc qui fait 17 kg. Et la pièce, ça fait 850 grammes. La pièce finale. Finale. Finie, oui. Usinée. Oui. Et donc tout est passé, on le voit là en copeaux. Ouais, copeaux derrière. Regardez. Et en fait, ça c'est recyclé après. C'est retransformé. Tout ça là, c'est des copeaux justement de métal. Ça c'est des copeaux de jantes. Copeaux de jantes. Voilà. Donc c'est un aluminium un peu différent encore. Ce qui sort de la machine derrière. Oui. Et donc tout ça, c'est recyclé, réutilisé, mais pas chez vous. Non. Parce que forcément, j'imagine que vu que là c'est désolidarisé, ça perd des propriétés. Il y a de solidité, etc. Et puis c'est un autre métier, c'est pas le nôtre. Ouais, c'est réutilisé dans d'autres industries. Ok. Et donc là, on arrive sur la partie un peu plus conception. Donc là, tu vois, typiquement, ça c'est une pièce qui va sur l'Alpine. Ouais. Donc c'est quoi comme pièce? Ça, c'est un support de triangle arrière. Ça, c'est une pièce que Lucas, on le verra tout à l'heure, a conçue pour dessiner, passer sur les logiciels de résistance mécanique, enfin bon, tout ce qu'on va pouvoir t'expliquer tout à l'heure. Et moi, après, je le récupère et je l'intègre dans mon logiciel à moi de fabrication. Et ce logiciel de fabrication, en fait, il se décompose en plein d'opérations. Donc, tu vois, une petite pièce comme ça, là, qui est globalement après grosse comme ça. Ouais. J'ai à peu près une quarantaine d'opérations différentes. C'est toutes les stratégies en fait d'enlèvement de matière qui sont différentes pour pouvoir après obtenir cette pièce finalement. Manuellement, il faut que tu... En gros, pour schématiser, c'est toi qui dis à la machine, ok, opération 1, tu fais ça, opération 2, tu fais ça, opération 3, jusqu'à 40 opérations là pour cette pièce. Toi, on est à 44 opérations. 44 opérations. Et dedans, tu as tout. Tu as donc là, tout ce qui va être de l'ébauche. Donc là, en fait, toi, on va même s'amuser 5 minutes. On peut lancer l'outil là, tu vois. L'outil qui est dans la machine, en fait, il est là. D'accord, ouais. Et on vérifie. Les petits traits bleus, c'est là où on enlève la matière. Les traits jaunes, c'est là où l'outil passe au-dessus de la matière pour aller reprendre un autre point. Ok, d'accord. Et en fait, tout ça, ça nous donne nos stratégies d'usinage. Ça te donne aussi les temps forcément d'usinage qui, à la fin, vont s'accumuler, qui vont donner un temps plus ou moins de préparation de pièces. Ouais, tu vois, regarde, si je vais là, et je vais là sur information, par exemple, je sais que cette partie-là, j'en ai pour environ 9 minutes. D'accord. Voilà, attention. C'est à peu près. C'est indicatif. C'est indicatif parce que... Et toutes ces étapes, c'est entre guillemets toi qui les sors de ton chapeau? Non, en fait, dans ce genre de logiciel, on va dire, comme c'est des algorithmes, tu as des fonctions prédéfinies. On a cette colonne-là de fonctions prédéfinies, on a celle-ci qui sont des modules. Et en fait, on choisit là-dedans le module le mieux approprié à l'opération sur la pièce. Et après, on en détermine des conditions d'utilisation. Voilà, donc ça te donne déjà une structure et ensuite c'est toi qui vas venir peaufiner les détails. Toi, dans la structure, par exemple, tu as tout un nombre de paramètres en fait là à remplir sur chaque opération pour déterminer le travail de la pièce en fait. Et donc c'est des centaines, des milliers de paramètres à rentrer. Il y a d'autres trucs qui rentrent en compte. Les outils qu'on voit là, les robots, ils peuvent changer par exemple de pièces, par exemple de fraises, changer d'outils eux-mêmes. Donc pareil, en fonction des opérations, il faut rentrer, dire au robot il va faire ça, il va faire ça. Mais du coup, en fait, concevoir une pièce, c'est-à-dire le travail en amont qu'il y a avant la réalisation par le robot de la pièce, c'est quoi? C'est des semaines, ça dépend de la taille de la pièce, j'imagine. Ça dépend de la taille de la pièce, ça dépend le niveau de précision de la pièce, le volume de pièces qu'on va faire. Par exemple, si on fait un proto, on va pas être hyper rigoureux sur ce genre de choses parce que l'objectif est de rapidement avoir le proto. Ouais, c'est d'avoir une idée globale de ce que ça marche ou pas. La pièce, si elle n'est pas parfaite, c'est pas grave. Du moment qu'elle est fonctionnelle, ça nous permet de vérifier sur la voiture si ça se passe bien. Par contre, comme là, c'est des pièces qu'on commercialise, on essaie d'optimiser le temps parce que le temps, c'est de l'argent.
et que tout ce qu'on peut gagner comme temps, c'est le prix en moins sur la pièce. Parce que ce qui nous intéresse en fait, c'est que la machine soit la plus rapide possible dans la pièce, tout en conservant les caramécas de la pièce, justement. Oui, donc effectivement, et puis tu l'as dit tout à l'heure, au moment vraiment de la conception de la pièce par Lucas, il y a effectivement des tests de force qui sont appliqués sur la pièce pour voir si elle va résister. Alors c'est complètement informatique, mais pour voir si théoriquement elle va résister à telle ou telle force qui va être exercée selon son positionnement dans le châssis, selon le genre de tension qu'elle va pouvoir subir. Et donc c'est un travail de fourmi. En fait c'est comme un simulateur d'effort sur la pièce sur lequel on applique des coefficients de sécurité de 2, 3, 4. Il faut toujours prévoir beaucoup plus solide que ce qu'elle va vraiment manger, parce que si tu le fais à la limite, forcément un jour tu peux l'atteindre. Oui, voilà. Donc en mettant des coefficients de sécurité, on est sûr, et dans certains cas comme les jantes, elles sont aussi validées par des organismes extérieurs. D'accord. Voilà. Donc on fait faire une contre-vérification de nos produits. Ah oui, parce qu'il y a des pièces qui doivent respecter certaines normes peut-être Oui, puis il y a des pièces. La jante typiquement c'est une pièce qui est hyper complexe en termes de sollicitation mécanique. Donc on se doit de vérifier et de contre-vérifier ce qu'on a fait. Ouais. Parce qu'on n'a pas la science infuse non plus, on ne sait pas tout faire. C'est mieux de faire vérifier. Donc là, le cas de cette pièce, il n'y a aucun risque. La jante, il valait mieux qu'on fasse quand même vérifier. Oui, parce que c'est vrai que ça paraît bête comme ça, mais une jante, t'as des forces qui s'exercent sur la jante dans tous les sens. Oui. C'est-à-dire que la jante elle tourne comme ça, donc t'as une force centrifuge déjà qui s'exerce dans le sens de rotation, dans le sens de la marche. Mais qu'est-ce qui se passe si t'as cette force de rotation et que tu prends une bosse? Qu'est-ce qui se passe si t'es sur une compression? Ça tire dans tous les sens. Au freinage, c'est à haute vitesse, forcément. La fatigue, parce qu'une jante, de toute façon, elle se déforme toujours. Quand elle est en contrainte, elle a toujours un effet de flexion. Donc il ne faut pas que cette flexion à la longue fasse un effet de fatigue. Donc on est obligé de faire comme ça. Il faut qu'il y ait une souplesse suffisante et une rigidité suffisante. On va pas trop rentrer dans les détails, mais c'est pour montrer en fait le processus de création de ces pièces. Et à partir de ça, en fait, vous créez des dizaines et des dizaines de pièces différentes. Oui. C'est-à-dire que vous faites des jantes, vous faites des palettes. Tiens, je parlais tout à l'heure de la différence. Voilà, ça c'est une palette d'Alpine normale, ça c'est une palette Palazzo. Alors là c'est des protos pas terminés, mais vous voyez la différence de taille, ça change vachement au niveau du ressenti. Bon, ça c'était pour la parenthèse, mais vous faites des jantes, vous faites des morceaux de suspension, des triangles, des fusées, des morceaux, des pièces de radiateur, des pièces d'échangeur, il y a tout en fait. Des échappements, en fait vous êtes capable de quasiment tout faire. On peut faire un bloc moteur. Enfin voilà, parce que tout est usinable et vous avez des machines, des imprimantes 3D qui tournent, vous avez les machines à usiner, vous fabriquez du carbone. Effectivement, c'est infini, quoi. C'est ça. Donc, moi, c'est ma façon de travailler. J'aime particulièrement être autonome pour des soucis de délai, de réactivité ou que ça soit dans la livraison des pièces chez les clients, même si en ce moment on souffre parce que on a beaucoup de demandes et l'équipe est pas à rallonge. Ouais. Mais aussi quand on a besoin de faire un prototype pour pouvoir le faire rapidement, le valider, le modifier si besoin et compagnie. Quoi. Et puis en dehors du côté effectivement opérationnel que tu viens de citer, il y a effectivement le côté aller chercher la limite, quoi. Pousser la voiture au maximum, en l'occurrence les Alpines, pour pouvoir en extraire des performances, pour pouvoir grimper des paliers de performance comme on en parlera tout à l'heure, mais voilà, le Sub 7 sur le Nürburgring, plein de choses comme ça, donc effectivement, et toujours optimisé. Moi je trouve ça passionnant. Donc là sur cette machine là, qu'est-ce qu'on a? On a justement la pièce que tu nous montrais. C'est même principe que sur la... C'est la petite sœur, elle est en pleine production. On voit la pièce là-bas dans le fond avec des copeaux un peu dans tous les sens, et effectivement là la fraise là dans le fond qui va tourner, qui va travailler, qui va changer d'outil quand elle en a besoin pour justement suivre tout ça. Une fois que tout est programmé, à quel point c'est autonome, à quel point tu as besoin de rester à côté Sur une pièce comme ça, finalisée, on va en fabriquer une trentaine à la suite. Ouais. Elle va me laisser tranquille 3 jours si j'ai besoin. Ok, d'accord. En fait, je vais te montrer. C'est le même principe que tu as à côté, sauf que dans une machine outil, tu as besoin d'outils différents. Il y a 160 outils différents. 160 outils 120 sur celle-ci, c'est 160 sur l'autre. Ok. Et là, il y a... Tu vas voir. Là, il y a des... Ça, c'est un harnais, tu vois, un haut de harnais. La petite pièce qu'on a en aluminium qui vient derrière le siège pour fixer le harnais. Ok, d'accord. Voilà. Okay. Et on a une trentaine de brutes différents dans la machine, ce qui fait qu'elle peut travailler, elle peut nous faire 34 fois la même pièce ou
34 pièces différentes. On la programme et on lui dit, tu vas me faire 4 supports comme ça, tu vas me faire 2 ou 2 harnais, 3 chapelles, enfin 4 chapelles, et elle va gérer ça les unes derrière les autres. On a des systèmes qui permettent de vérifier que les outils soient pas cassés. S'ils sont cassés, elle en prend un autre ou elle nous attend. Et ça nous permet d'être autonome aussi. Ok, d'accord. Moi, je trouve ça trop bien. Ouais. Est-ce qu'on peut aller voir maintenant la réserve? Donc là, on a une série de pièces en cours de production. On a, on a des barres stabilisatrices réglables qui marchent bien, qui en termes de commerce, c'est des produits qu'on vend facilement. Ouais. Là, tu as un produit fini, mais là, tu as la pièce qui en fait, ça s'appelle chez nous au paissant. C'est-à-dire qu'on a fait tout ce qu'on a pu sur la pièce en la prenant déjà juste par là. Ouais. Donc on a fait tout le tour. Tu as vu, on a réussi à faire tous les perçages, les poches, la gravure. Et il nous reste cette opération-là. Donc en fait, on la reprend dans un outillage et après on vient enlever cette partie-là. D'accord, l'excès de matière qui du coup nous permet d'obtenir ce genre de produit à la fin. Ouais, c'est des belles pièces en plus, hein. C'est super beau, super bien usiné. On essaye de faire en sorte que ça soit joli parce que c'est important. Oui, on parlait des échangeurs, mais ça c'est sur le faisceau on vient souder des coquilles comme ça. Et ça c'est pris dans un bloc. Ça c'est de l'alu aussi. Ouais. C'est de l'alu. C'est super beau. Toutes les petites traces de fraisage là, c'est. On le travaille. C'est aussi important que le reste en fait. Ah, c'est canon. Surtout que ça c'est une pièce qui est visible pour le coup. Oui. En plus ça se voit. Qu'est-ce que c'est? Ah ça c'est les premiers trucs que vous pouvez avoir chez MP Réseau. C'est le support de téléphone. C'est ça. Donc vous avez dans votre Alpine l'écran central qui est d'une qualité merveilleuse et c'est très très ironique. Et si vous n'avez pas Apple CarPlay, vous pouvez visser ce petit module à l'arrière de l'écran. Il faut s'imaginer qu'il y a l'écran comme ça ici. J'en fais la pub. Ouais, vas-y. Et du coup ici vous avez un truc aimanté et vous pouvez coller votre téléphone comme ça. Vous avez votre téléphone à côté de l'écran. Et voilà, c'est un support de téléphone usiné. Voilà, ça, si vous avez un copain qui a une Alpine et vous voulez lui faire un cadeau, ça c'est le petit truc sympa. Les systèmes de freinage à l'arrière, quand on augmente le diamètre, on a des petites chapes comme ça, qui reprennent la position de l'étrier, la plaquette, les petits ressorts anti-bruit, des choses comme ça. Dans ce sens-là pour l'avant, ça c'est des pièces toutes simples, mais jusque des systèmes de frein à main, parce que tu sais quand on passe des étriers un peu plus gros derrière, et on est obligé on a un système avec le frein à main qui nous permet en fait d'avoir un étrier sans le moteur sur l'étrier, parce que c'est comme ça que c'est conçu sur l'Alpine. On reprend en fait, on a un autre mécanisme qui nous permet de récupérer la fonction frein à main comme à l'origine, mais en changeant l'étrier arrière. Ok. Des flex. Ça c'est les porte-moyeux série ça. De série? Ouais, parce qu'il y a de temps en temps des filettages qui restent un peu dedans quand c'est serré trop fort ou quand c'est un peu envie de gripper. Il y a des bols de frein. Ouais, des bols de frein là. Tu vois, ça c'est des bols qu'on fabrique pour après qu'on installe sur les pistes AP Racing. Bols de frein et puis là donc on voit forcément beaucoup de pièces en aluminium. Mais même là si on regarde en haut. Pièces d'impression 3D. Pièces d'impression 3D, donc on voit bien cette espèce de plastique super reconnaissable. C'est quoi? C'est des écopes de frein ça? Des écopes de frein avant, ouais. Des écopes de frein avant, donc qui sont sur le fond plat. Ouais. Ok, d'accord. Un truc là, il y a des ça j'aimais bien ça. Ouais, voilà. Donc ça c'est du carbone et ça c'est les écopes qui sont sur les ailes, ouais. Sur les ailes, ouais. C'est ça. Ouais. Alors là qui sont pas percées. Non, c'est juste sorti du moule. Là juste sorti du moule, donc c'est encore un exemple avec là des finitions qui sont encore assez brutes, mais ça va être travaillé. Ça va être retravaillé. Alors, des amortisseurs, des pièces d'échappement. Ah oui, les amortisseurs là que vous retravaillez, des barres stab. Puis les triangles de suspension. Ça c'est un produit qui marche super bien sur l'Alpine. Ça réduit, ça annule l'effet de sous-virage en fait de la voiture. Tu es souvent sur un circuit avec t'es en surbraquage, tu es obligé de gérer un peu avec la sortie et l'accélérateur, mais en fait ça nous permet d'obtenir des réglages qu'on peut pas avoir avec l'Alpine de série. D'ailleurs je le précise, pour nous c'est évident et on le précise pas, mais à quoi servent toutes ces pièces? À optimiser la voiture. À optimiser la voiture pour des réglages sportifs, à optimiser la voiture pour qu'elle fonctionne mieux aussi selon l'utilisation du client, selon la volonté de réglage du client, selon le type de piste sur laquelle va le client. Voilà, c'est vraiment tout ça, ça sert à faire une Alpine sur mesure qui peut aller d'une simple amélioration, par exemple effectivement avec des bras de suspension améliorés comme ça, qui vont apporter une meilleure rigidité de caisse. Ça peut être des optimisations moteur. Vous travaillez beaucoup notamment sur la partie refroidissement, qui est un des problèmes connus de l'Alpine d'origine lors d'une utilisation intensive. Ouais, parce que voilà, il faut le dire comme ça, parce que sinon ça fonctionne. Vous faites des parties d'amorti, vous faites de l'échappement. Sur les amortisseurs, alors ça c'est pas exactement cela, mais on a réussi à en faire un jeu. On avait beaucoup de demandes pour la route, pour avoir le confort en gros de la GT, avec la rigueur même meilleure que la S. Et on a mis un peu de temps, mais on a réussi. On a un jeu de 3 voies comme ça qui est répertorié chez nous sous une référence un peu particulière.
Et ça marche vraiment très bien parce que sur les routes un peu défoncées et tout, ça permet de rouler très bien tout en ayant un super confort et une très très bonne rigueur de châssis. Et c'est vraiment, pour le coup, c'est vraiment efficace parce que bon, faire des amortisseurs de piste, c'est une chose, mais c'est pas beaucoup de clients viennent aussi pour améliorer sur la route, pas que la piste. Oui, bien sûr. On a beaucoup ce phénomène. Oui, bah d'ailleurs, c'est aussi à ça que j'allais venir, c'est qu'effectivement, vous pouvez pousser l'utilisation circuit jusqu'à la MPR, coûte 130 000 euros, tout compris avec les pièces, etc. Mais il y a aussi même des gens qui veulent juste l'utilisation route et parfois changer les suspensions, changer des cylindres blocs, changer une barre stable. Ça peut modifier le comportement sur la route sans forcément la transformer en bout de bois. C'est justement tout l'intérêt du réglage. Ben, c'est ça, puis il faut surtout pas le faire en fait parce que les amortisseurs ça ruine la voiture, ça ruine l'expérience de conduite, exactement. Ça ruine le feeling. Quand tu as une voiture qui est trop raide, ben, le comportement est on-off, sur les bosses ça saute, enfin voilà, c'est toute la finesse du réglage justement qui est intéressante. Vous avez compris un peu l'idée des pièces, il y en a de tout, il y en a dans tous les sens. Je profite de me mettre sur celle-ci quand même, les pièces d'échappement. Oui. Donc ça c'est quoi, c'est les sorties de catalyseur ça? C'est entre le catalyseur et le silencieux, c'est le petit flexible, c'est quand ton moteur il gigote, en fait il faut que tu aies une partie souple. Ouais. Voilà, donc on sait. Voilà, donc là vous faites aussi des échappants. Ce qui est génial, c'est qu'effectivement vous innovez en permanence avec des nouvelles pièces, selon les demandes des clients et tout. Quoi. On est curieux, donc on essaye d'avancer dans un petit peu les directions qui nous stimulent. On se retrouve avec Lucas dans le bureau à nouveau pour parler de la partie conception de la pièce, d'une pièce optimisée MP Réseau, et plus particulièrement quel est le processus que tu fais pour passer d'une pièce comme ça qui est d'origine, qui était un triangle avant, à une pièce complètement optimisée comme ça. Alors la première chose qu'on fait quand on veut donc obtenir une autre pièce chez nous avec déjà le cahier des charges de base, c'est de dire pourquoi celle-ci nous convient plus nous. Bien sûr. Donc là l'objectif c'était d'avoir plus de possibilités de réglage sur notre train avant que nous permet pas le châssis d'origine. On n'a pas assez d'ouverture pour pouvoir avoir plus de carrossage et on n'a pas de réglage de chasse d'origine sur l'Alpine. Donc la première chose qu'on fait, c'est que du coup, comme je te disais, je reprends la pièce d'origine. Je viens avec la machine qui est juste derrière récupérer des points pour pouvoir redessiner cette pièce donc en 3D. Donc de manière assez simplifiée. Le but c'est pas d'avoir la pièce la plus précise possible, c'est juste d'avoir les localisations des points importants qui sont la rotule du porte-moyeu, la position amortisseur et les deux positions du berceau. Bien sûr. Que de toute manière tu vas pas modifier parce que tu vas pas modifier tout le châssis non plus. Quoi. Exactement. Et donc ensuite, une fois que j'ai ça, j'ai déjà la pièce d'origine. Donc déjà c'est une base de travail qui me permet de dire ok, ça je sais que déjà de base ça casse pas. Je sais que là-dessus j'ai pas de problème, donc déjà ça va me permettre en fait de venir avec le logiciel solliciter cette pièce pour voir déjà jusqu'où on peut la faire travailler avant rupture. Donc d'exercer des forces théoriques via le logiciel. Exactement, donc ça par exemple je peux te montrer sur donc une pièce par exemple comme celle-ci, qui est en fait ça c'est la tête d'amortisseur. Ok, d'accord. Donc en fait on vient appliquer un effort sur la pièce et en fait ça nous permet de voir les endroits qui sont sollicités voilà exactement. Donc exactement sur le même principe pour le triangle et ça me permet en fait de voir qu'est-ce que ma pièce va être capable d'encaisser. Puisque si la pièce d'origine tient avec mes valeurs de contrainte, cette pièce-là doit au moins être supérieure. Elle ne peut pas être inférieure. Et du coup aussi le but du jeu à des moments donnés, c'est de dire ok, moi je veux plus de rigidité, je veux repousser encore les limites possibles de la pièce parce que forcément quand on veut aller plus vite, les contraintes elles sont plus fortes. Des slicks, des choses comme ça exerce beaucoup plus d'efforts qu'un pneu classique sur les châssis. Donc voilà, donc ça c'est vraiment la base de travail. Et puis après, en fait, par exemple pour un triangle, pour donner une ordre d'idée du travail qu'on a à faire, c'est que nous, étant donné qu'on n'a pas les 3D de chez Alpine, par exemple, on a été obligé de redessiner l'ensemble du train avant. D'accord, donc là, effectivement, on reconnaît l'intégralité d'un train avant d'Alpine avec tous les bras, les suspensions, les disques. Voilà, exactement. Et donc, voilà, par exemple, là, on voit le triangle supérieur d'origine. On voit le porte-moyeu. Après, la partie freinage, c'est la nôtre, mais en gros, on a toute la cinématique d'origine et qui nous permet en fait, et qui moi m'a permis de venir en fait concevoir le triangle qui est là, on voit ici, et de vérifier que j'allais avoir bien ce que je voulais en termes de carrossage, en termes de chasse, et que des encombrements allaient être respectés. Tu vois, par exemple ici, avec les vis, il fallait pas que je vienne toucher le berceau, des choses comme ça. Donc voilà un peu le boulot que ça représente. Pour donner une ordre d'idée, en gros, c'est à peu près une centaine d'heures de travail, donc juste pour le triangle, et ça représente peut-être pas loin de 500 heures de travail, le temps d'arriver à tout modéliser, tout replacer,
séparées, tu vois. Pièce par pièce et tout. C'est Une par une. Après, c'est un travail de fond, on va dire. Ouais. Là, une fois qu'il est fait, Exactement. ça vous permet effectivement d'avoir voilà, une vitesse d'exécution pour des nouvelles pièces qui est un peu plus importante. Exactement. En fait, le gros avantage, tu vois, par exemple, c'est que là, une fois que j'ai construit ça, le jour où j'ai eu besoin de développer une barre stable, tu la vois ici, réglable, du coup, ça va beaucoup plus vite parce que j'ai tous mes encombrements, j'ai toute ma cinématique. Demain, j'ai envie de te faire bouger l'amortisseur et de te l'emmener en butée, par exemple, je peux te le faire bouger, tu vois, et ta suspension, elle remonte et voilà. Et donc, je peux vérifier, je peux contrôler que à tout moment, ma barre stable, elle vient pas en contact avec ma biellette de dire. Ou elle n'est pas tordue parce que l'angle n'est pas supérieur à ce qu'elle peut encaisser ou quoi. Exactement. Et je peux faire tous mes calculs, je peux voir mes angles, je peux voir, tu vois, voilà. Donc voilà un peu le process qu'on fait à chaque fois qu'on fait une pièce mécanique qui est issue, qui voit passer beaucoup de contraintes. Voilà, le triangle de suspension, les jantes, c'est à peu près même idée. On fait ce qu'on appelle du rétro-engineering. On prend la pièce d'origine, on la malmène, on la fait travailler même à des moments donnés, pas du tout comme elle devrait travailler. C'est juste pour voir la rigidité globale de la pièce. Et ça nous permet, exactement. Pour aller chercher effectivement des points d'amélioration, même sur des endroits qui vont pas forcément servir, mais ça sera dans tous les cas amélioré. Exactement, exactement. C'est vraiment pousser l'optimisation. Et voilà. Et puis après, on s'inspire forcément de ce que fait le constructeur. Quand tu vois ici que par exemple sur des parties comme ça, tu as des parties assez épaisses, sur les simulations, moi j'ai rapidement vu en fait, y a une importance parce que ici, ça te permet d'avoir une résistance en fait à la flexion. Quand la voiture elle freine, tu vas avoir un effort qui est assez important par là. Et en fait, c'est repris par cette grosse âme, mais en fait, tu vas avoir aussi des oscillations qui sont reprises par cette âme qui est ici, quoi. Et c'est ça en fait qui déduit un peu en fait la forme de la pièce. C'est ça qui nous permet un des plus gros efforts qu'on va avoir sur un triangle. Bon, forcément c'est du latéral, mais on va aussi avoir une grosse partie qui va être au freinage. En fait c'est là où on a besoin d'avoir des choses un peu avec des hauteurs assez importantes pour avoir une forte résistance à la flexion. Le nombre de paramètres qu'il faut quand même pour développer une pièce qui effectivement ne se casse pas au premier virage, c'est quand même impressionnant et c'est un travail en amont qui est vraiment balèze, c'est un travail de constructeur en fait. Ouais, c'est ça. Alors la chose qui est un peu complexe pour nous, c'est qu'on a peu de données et en fait on part, les seules données qu'on a c'est les pièces existantes sur la voiture, donc des fois c'est assez complexe et il faut aussi se rendre compte que malheureusement on n'est pas comme le constructeur, on n'a pas tous les paramètres, on n'a pas toutes les valeurs de calcul que peut avoir tous les ingénieurs qui ont conçu la voiture, donc c'est vrai que ça pour nous c'est plus complexe et ça demande aussi à des moments donnés de surdimensionner pour être sûr que tu n'auras pas de problème et qu'il y a des choses par exemple que tu n'as pas vues, que tu n'as pas pu calculer et qui vont pas pêcher, quoi. Ouais, bien sûr. Puis ce qu'on précise, c'est évident, mais on l'a pas dit, c'est que vous n'avez pas de lien d'affiliation avec Alpine. Non. Vous avez des relations avec eux, mais vous n'avez pas de lien d'affiliation comme effectivement du partage de données, comme des trucs, etc. En dehors de discussions simplement orales. Oui, voilà. Il n'y a pas plus d'échanges que ça, donc ça va. Non, exactement. On n'a pas. C'est un travail effectivement de réingénierie. Ouais, voilà, c'est exactement. C'est pas un mot, mais on aura l'idée. Tous les 3D qu'on a, c'est des 3D en fait. Je pense que Yannick vous l'a expliqué, mais la voiture qu'on a achetée, on l'a acheté épave. On a démonté la voiture entièrement et puis une par une, on a dessiné les pièces. Enfin, j'ai dessiné les pièces à la main pour reconstruire un peu la voiture pour la partie châssis, quoi. Ouais, c'est un taf de fou. Merci pour ces explications. Ouais, avec plaisir. Pour le coup, partie atelier, partie garage un peu plus conventionnelle avec 1, 2, 3 ponts. Ouais, c'est ça, 3, 3 ponts, alors avec pas mal d'Alpine, une Dodge Viper. Il y a 2 Dodge Viper quand même. Ouais, il y en a 2, ouais. Bon, c'est une auto qu'on aime bien en fait. Ouais, parce que tu m'expliquais que vous avez conçu pas mal de pièces pour une Dodge Viper. On a tous les trains roulants taillés dans la masse, avec des gros freins, avec des gros étriers, des suspensions améliorées. On a fait ça on avait commencé ça il y a 5-6 ans déjà. Ouais, c'est rigolo de voir. On en fait de temps en temps. C'est rigolo de voir ces voitures ici qui sont quand même un peu à l'opposé de ça, quoi. Ah oui, c'est clairement l'opposé. Pour le coup. Et ici, donc ça va être notre exemple. Bah voilà, écoute, on va lever un peu l'exemple. On va regarder un peu ce qui se passe dessous. Autant la MPR elle est complètement orientée piste, autant celle-ci elle a les mêmes pièces mais légèrement différentes pour qu'elle puisse continuer à rouler sur la route, même si, entre guillemets... Oui, on peut avec les MPR, mais bon, voilà. Donc là, cette base-là, c'est quoi? C'est une 110S? C'est une S, alors là, qui a ses jantes, mais qui a aussi d'autres jeux de jantes. Celle-ci, elle est de mémoire de 2019, et tu peux regarder, il y a des choses... alors c'est aussi un amoureux des belles pièces, hein. Le client, c'est plaisant d'avoir des belles pièces dans sa voiture. La voiture est sympa, mais il aime aussi les belles pièces, donc il y a des choses qui sont peu communes. On avait une série de...
On a fait des triangles, on a fait des porte-moyeux taillés dans la masse qui nous permettaient en fait d'ajuster les hauteurs de triangle en fonction de la hauteur de caisse. C'est pour éviter un peu les variations de chasse, de carrossage et de paroi, parce que quand tu as un triangle qui travaille plus trop à l'horizontale, à un moment en dynamique ça devient contre-productif. Donc on avait fait ça pour celle-ci, plus les amortisseurs, l'autobloquant, il y a tout le catalogue. Est-ce que là, en étant dessous, tu peux me faire un catalogue rapide de tout ce qu'elle a? Écoute, oui, elle a tout. Elle a tout ce qu'on a au catalogue. Donc elle a tous les trains roulants retravaillés, voilà. avec que des pièces taillées dans la masse. Effectivement, on va le voir un peu l'œil devant, nu, oui. La différence entre les pièces d'usine qui sont un peu plus ternes et les pièces neuves que vous avez posées. Au niveau de l'échappement, il y a du nouveau aussi parce que ça c'est pas d'origine. Voilà, elle a une canule d'échappement modifiée, elle a un échappement full titane, kata et silencieux de chez Metal Custom. Les barres stabilisatrices réglables, elle a l'autobloquant, elle a un turbo modifié, une carto qui a été faite par MPR Facan. Les systèmes de frein, tu peux regarder là, justement on en parlait tout à l'heure, on est 4 pistons avant-arrière. 330 mm en disque à l'arrière, 356 devant, montée flottant. On a tout le système aéro développé, donc l'aileron c'est un aileron qu'on a pris, qu'on prend chez Signatech, c'est un aileron de GT4 qu'on a réimplanté légèrement différemment sur la voiture, avec nos mâts et nos flaps et compagnie. On va passer là. Puis on ira voir aussi à l'intérieur, c'est des trucs sympas. Ouais, on la descendra après pour montrer l'intérieur. On a un système de toi, tu le vois bien là, les porte-moyeux, tu vois le montage. Ah oui, effectivement, là. À la Pierre, tu peux venir voir ici, donc voilà, les porte-moyeux, là, toute cette pièce là, qui est énorme et qui soutient beaucoup de choses. Et en fait, tu vois, par exemple, on en profite aussi pour envoyer un petit bois, mais directement dans le fan, t'as une grande pièce en carbone en fait à l'intérieur, derrière le disque, et en fait le bois vient directement souffler dans le bol. Il n'y a plus de déperdition. Ok, d'accord. Donc en gros, tu rentres là, on voit ici l'air rentre ici. Elle rentre là même. Voilà. Ouais. L'air rentre ici, l'air frais donc, va jusqu'ici par ces pièces, va tout là. Donc, tout ça c'est vous qui l'avez rajouté et ça arrive directement là-haut dans le bol pour aller dire c'est de l'air froid qui arrive sans déperdition directement sur les freins. Donc effectivement, moins de chauffe, plus d'endurance, plus de sécurité aussi. Pour une utilisation soutenue, grosse lame en carbone. Voilà. Donc ça c'est une lame que vous avez développée aussi. Oui, c'est développé. Et puis forcément, il faut que ça génère un appui cohérent avec la taille de la pelle à tarte derrière. C'est ça. Ouais, puis celle-là en plus, bon là vous la découvrez en direct, mais elle est énervée. C'est pareil, c'est Metal Custom qui a fait l'arceau. Ok, donc arceau en titane là sur le côté. Tu as tous les panneaux de porte sont faits en carbone. Ouais, les panneaux de porte, c'est magnifique. Ils sont magiques. Ah, les panneaux de porte, c'est extraordinaire. Console centrale également en carbone. Ouais, donc là, panneau de porte en carbone, volant en carbone avec les LED, les palettes, console centrale sur mesure entièrement en carbone avec le pont complètement refait. C'est effectivement assez impressionnant. Là. Et on peut voir effectivement qu'à l'arrière, il y a l'échangeur là qui est quand même assez proéminent. On peut apercevoir ici le système de ventilation qui permet effectivement de refroidir un peu tout ça. On voit qu'il y a beaucoup de durites, de pièces qui sont pas là d'origine. En fait, on avait installé comme sur la MPR, parce que comme elle a roulé aussi au Nürburgring, en fait, on leur met des extincteurs automatiques. Au Nürb, il n'y a pas un commissaire tous les deux virages. Hein. Exact, oui. Donc si un jour il y a pépin, que ce soit ordre de l'accident ou du problème technique, on n'est pas à l'abri. Qu'on puisse sauver les meubles, que ce soit la voiture ou le pilote. Après, on peut aussi parler de la fois où je sais plus qui de l'équipe a appuyé sur le bouton en pensant la démarrer la dernière fois. Je sais pas de qui tu parles. Ben moi non plus. Mais j'ai lâché ça comme ça un matin quand je les ai retrouvés sur le parking en train d'écoper en train d'éponger l'extincteur. En train d'éponger l'extincteur sur le carbone. Ça me dit rien du tout ça. Non, mais j'ai dû en rêver, je pense. Mais effectivement, on voit les durites qui passent là sur les côtés. Elle sort combien cette voiture? 300. Je crois que c'est 340 chevaux quasiment déjà maintenant. Ok, d'accord. C'était la V1 d'AMPerf. Et je sais qu'il va la reprendre pour faire une V2 un peu plus agressive. Oui. Parce que là on parle quand même, allégée comme elle est, on parle quand même d'une caisse qui fait moins d'une tonne 1 je pense. Oui, celle-ci elle doit faire 1060. 1060 kg. Voilà. Donc c'est plus léger qu'une R. Oui. C'est plus léger qu'une Alpine à 110 R avec 340 chevaux. Combien de couples? Parce que la boîte est limitée. Ça fait 420 newtons. À 420 quand même. Ouais. Ah oui, ça commence à être sérieux. 420 et un aéro de malade, des trains
roulant, retravaillé dans tous les sens, des performances de freinage dignes d'une voiture quasiment de course. Ouais, ça va loin. Pour ce produit-là précisément, même s'il y a aussi des pièces, notamment les pièces en carbone à l'intérieur qui viennent pas de chez vous, on est sur combien de... On est sur à peu près le même budget que la MPR, à peu près. Donc 130 à peu près. Ouais, 140, un bon 140 quand même en tout. 140 000 euros. Parce qu'il y a des pièces qu'il a voulu sur cette voiture qui sont hors production. Moi, je suis intrigué d'avoir vos avis dans les commentaires et je pense que la partie essai vous permettra de vous rendre compte un peu de ce que ça fait au volant, autant d'évolution, parce que 130, 140 000 euros pour une Alpine, effectivement, c'est hors de prix. Là, on parle plus d'une voiture, de route là. Là, on parle d'une voiture orientée pour le circuit. Bah puis ça a des belles perfs. Hein. Oui, ça a des perfs. Tu l'as vu. Moi, j'ai roulé dedans, ça marche. Elle a un énorme potentiel de base. Elle est extrêmement bien née et tu arrives à l'emmener à vraiment des sommets quoi. De toute façon, c'est comme toujours, les voitures de route sont toujours développées et réglées dans un but et une utilisation très précise. C'est limite, c'est régi par le marketing. Un petit peu. Il y a des voitures effectivement comme les BMW et les Porsche, comme le font par exemple Panther Racing ou comme vous avec les Alpines. Et ben, il y a des entreprises comme ça qui développent encore plus le potentiel vers une niche de clients qui ne répondent pas forcément à la masse qui a été voulue par le marketing. C'est ça, en fait, de toute façon l'Alpine, normalement elle est faite pour aller, faut que tu puisses te promener, tu puisses chercher le pain, par n'importe quelle condition climatique quasiment, que tu puisses rouler où tu veux, dans le confort que tu veux. Et nous, donc ça c'est extrêmement complexe pour un constructeur d'arriver à faire, surtout sur l'Alpine où ils sont quand même super bien débrouillés, parce que c'est un couteau suisse déjà naturellement cette voiture. Nous en fait on en a tiré le meilleur d'une orientation particulière. Et elle est moins confortable. Il y a des supports moteurs un peu plus rigides, donc ça vibre un peu dans le siège. Donc c'est plus facile pour nous en fait de vraiment l'orienter dans un. Si demain on a eu des demandes pour faire des Dakar, je pense qu'on en fera une. Ah ouais. Faire une petite version Dakar, ça peut être fun aussi. En parlant de ça, parce que vous avez fait des versions MPR comme ça qui sont un peu les évolutions ultimes pour la piste. Vous avez fait une version rallye avec un frein à main hydraulique dedans. Ça quand même c'est un truc, c'est quand même assez extra. Vous avez d'autres projets qu'on ne citera pas mais qui sont un peu cool. Il y a des beaux projets là. J'espère que ce reportage au cœur de l'entreprise MP Réseau vous a plu. Perso, j'ai pris un plaisir incroyable à découvrir les dessous de cette activité que je connaissais que de l'extérieur en ayant vu leur voiture, mais c'était une totale découverte pour moi de me rendre dans leur usine et de vraiment me rendre compte qu'ils faisaient le travail d'un constructeur au service de la passion, au service de la performance. J'ai adoré vous proposer ce reportage. Un immense merci évidemment à Yannick et ses équipes pour leur accueil. Vous retrouverez bientôt sur YouTube d'autres vidéos exclusives avec MP Réseau. On vous garde pour le moment la surprise, mais ça devrait secouer Internet et la planète automobile. Pensez à laisser un pouce bleu et à donner votre avis dans les commentaires. À la prochaine sur The Glove Driver. Ciao.